Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, je reçois pour vous un habitué des plateaux d'émission de l'invité. Il a pour nom Eugène Dosoumou. Il est acteur politique et administrateur civil. Il a été sous-préfet de Savalou et de Savè. Il a été également secrétaire général du gouvernement sous le régime du président Thomas Boni Yayi. Eugène Dosoumou, bonjour. Bonjour cher ami Achirou, bonjour à tous nos spectateurs et à tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Je leur souhaite bon dimanche. Bon dimanche. Vous êtes également, pour ne pas dire actuellement, le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Vous êtes également au Conseil économique et social, mais vous n'êtes pas sur ce plateau en ce titre. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué à l'entame de cette émission. Vous avez raison. Merci à vous. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de la réforme de la décentralisation, des menaces terroristes dont sont victimes le Bénin. Nous parlons de la lutte contre la corruption et des élections législatives de 2023. Bonjour à nouveau, Eugène Dosoumou. Bonjour, chers amis. Alors, Eugène Dosoumou, la réforme de la décentralisation, de façon globale et ramassée, qu'est-ce que vous en retenez ? Ce que j'en retiens, c'est que la décentralisation est entrée dans une nouvelle phase. Vous savez, depuis la conférence nationale, il a été recommandé que l'administration, les collectivités locales soient administrées par des conseils élus, qu'elles soient dotées de l'autonomie et que elle soit le cadre d'expression de la démocratie à la base et du développement local. Voilà un peu les grandes orientations tracées. Mais depuis 2016, et ces orientations, si vous permettez, ces orientations ont été consacrées par la Constitution de la loi 90-032, portant Constitution de la République du Bénin. C'est l'ancrage constitutionnel. Les lois qui ont été par la suite votées à l'Assemblée nationale et bien sûr promulguées par l'exécutif en 1999 ont également pris des dispositions dans le cadre de la gouvernance locale. Je veux citer entre autres la loi 97-028 et la loi 97-029 du 15 janvier 1999 et toutes les autres lois qui ont suivi, mais les deux là sont les principales. Alors, à partir de 1999, nous étions virtuellement dans la réforme de l'administration territoriale. Cette réforme va connaître sa concrétisation à partir de décembre 2002, janvier 2003, où notre pays a connu les premières élections communales et municipales. Donc je dis qu'aujourd'hui, avec la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale, notre pays s'engage dans une nouvelle phase de mise en œuvre de sa politique de décentralisation, déconcentration. Voilà ce que je peux dire globalement. Et cette nouvelle phase est caractérisée par une meilleure responsabilisation des collectivités locales. L'État a véritablement décidé de permettre aux collectivités locales vraiment de jouer leur rôle. Et vous savez pourquoi je le dis? Oui. Par le passé, avec les premières lois de la décentralisation, il y a un certain nombre de compétences. C'est quelle année? Je parle des lois de 99. De 99, ok. Qui ont dévolu un certain nombre de prérogatives et de compétences aux collectivités locales. Il se trouve que les mêmes lois ont prévu que pour exercer ces compétences, l'État doit donner les moyens aux collectivités
locales. Or, les collectivités locales dont il s'agit manquaient cruellement de moyens, surtout de ressources humaines. Surtout de ressources humaines. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été sous-préfet, ce qui est exact. À l'époque, le personnel dont les sous-préfets ont hérité, ce sont les commis des administrations locales. Mais à l'époque, sous-préfet symbolisait quoi? Je ne vous coupe pas. Juste pour sous-préfet, à l'époque, c'est une déconcentration de l'administration. C'est l'administration centrale, n'est-ce pas, qui a dégagé ses fonctionnaires vers les collectivités locales. Le sous-préfet d'alors était un fonctionnaire. Équivaut à quoi aujourd'hui, par exemple? Est-ce que je peux dire qu'il équivaut à quelque chose? La différence entre le sous-préfet d'alors et le maire d'aujourd'hui, c'est que le sous-préfet était nommé. La sous-préfecture qu'il gérait n'avait pas une autonomie budgétaire. Et ce n'était pas lui qui prenait des décisions. Donc, il n'avait pas une personnalité juridique différente de celle de l'État. C'est une déconcentration de l'État, la sous-préfecture d'alors. Aujourd'hui, la commune est une unité décentralisée. C'est une unité décentralisée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les autorités des communes sont des autorités élues. Les membres du conseil communal sont des autorités élues. La commune aujourd'hui, à la différence de la sous-préfecture d'alors, la commune aujourd'hui est une entité dotée de personnalité juridique et de l'autonomie financière. Donc, voilà les nuances entre les deux types de structures. Alors, Eugène Dosunmu, pour vous qui avez été quand même un acteur actif de la décentralisation au Bénin, vous avez été sous-préfet, vous avez courtoyé les acteurs du domaine, vous avez eu des collègues sous-préfets qui ont partagé avec vous leurs difficultés. Alors, de 1990 à 2016, quels sont les tares qui nécessitaient une réforme selon vous? Est-ce qu'on va parler de 90 à 2016 de 2003. Ou bien de 90 à 2003 à l'avènement de la... De 2003 alors à 2016, pour être plus pragmatique. Bon, de 2003 à 2016, si vous avez suivi, les premiers maires ont pratiquement transféré les mêmes tares de l'administration de commandement et voire même de l'administration centrale vers les administrations communales. Donc, vous avez entendu parler des démêlés de certaines autorités avec la justice du fait de la malgouvernance foncière, par exemple. Donc, il y avait un certain nombre de tares, pour ne citer que celle concernant la gouvernance foncière. Il y avait donc un certain nombre de tares qui ont été transférées de l'administration centrale vers les collectivités territoriales décentralisées. Il faut prendre des dispositions pour corriger ça. L'autre chose qui me paraît importante de souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a désormais la clarification des rôles avec le nouveau code. Clarification des rôles dans le sens que il y a les acteurs politiques qui sont d'un côté et il y a les acteurs, j'allais dire, opérationnels, ceux qui s'occupent véritablement de l'exécution. Mais jusqu'au code-là, c'est le maire et ses adjoints qui incarnaient, et bien sûr les autorités politiques et les autorités exécutives au sein des communes. Le maire était une autorité politique, en même temps une autorité administrative. L'autorité administrative chargée de l'exécution disons des actions
planifiées au sein de la commune. Donc voilà, avec le nouveau code, il y a vraiment séparation des rôles. Là, vous entrez dans les réformes qui ont été opérées par le régime. C'est les réformes qui sont en cours, qui sont initiées aujourd'hui, qui sont en expérimentation, qui ont corrigé fondamentalement ce qui existait depuis 2003 à ce jour. Voilà. Elles ont corrigé ce qui existait fondamentalement. Mais est-ce que le diagnostic qui a été fait était partagé par vous, par exemple? Et dites-nous, qu'est-ce qui est véritablement corrigé? Aujourd'hui, par exemple, nous avons les préfets qui sont toujours en place, la désignation des maires par les formations politiques. C'est vrai, vous n'êtes pas là à ce titre. Vous êtes également secrétaire administratif permanent d'un parti politique qui n'est pas des moindres, le Bloc républicain, qui est assez emblématique sur l'échiquier politique national. Alors, la désignation des maires par rapport avec les formations politiques, nous avons désormais une cellule qui coordonne la prise des grandes décisions au niveau des communes, qui contrôle la gestion des communes. Nous avons également le ministère de la décentralisation. Est-ce que tout ceci, selon vous, concourt à l'efficience de notre décentralisation? Très bien. Je peux vous dire que je partage entièrement ce qui se fait aujourd'hui, les corrections qui sont apportées et qu'il convient d'expérimenter également. On ne peut pas dire que à un moment donné, on a atteint le niveau de satisfaction au point où on ne pourrait pas être amené à corriger des choses. Je vous ai dit, en 1999, lorsque les lois étaient votées, on avait pensé que c'était les meilleures choses qui puissent arriver pour notre pays. La décentralisation était même perçue comme une panacée pour que, enfin, la base connaisse un développement. Mais est-ce que selon Eugène Dossoumo, est-ce qu'il faut repenser la décentralisation? J'en viens. Okay. Parce que nous sommes déjà en train de repenser la décentralisation, soit dit en passant. Nous la repensons déjà. Mais avec la mise en œuvre des lois de 1999, on s'est aperçu qu'il y a eu des tas. Souvenez-vous qu'en 1999, les premiers maires, en 2003, pour être plus précis, en 2003, les premiers maires qui ont été élus ont été, pour la plupart du temps, victimes de déstabilisation et de destitution. Rappelez-vous. Donc, il a fallu, pour les pouvoirs publics, prendre d'autres mesures pour stabiliser un peu l'administration communale. Aujourd'hui, c'est corrigé. C'est dire que au départ, on n'avait pas prévu ça. Donc, il a fallu, dans la mise en œuvre, dans la pratique, constater qu'il y avait quelques failles dans la loi qu'il faut corriger. Donc, des mesures ont été prises pour corriger cet état de choses. Chemin faisant, comme je vous ai dit, on a constaté qu'également, l'état de l'administration territoriale, la corruption, la mauvaise gouvernance foncière, et un certain nombre d'États sont également notés au niveau de la gouvernance locale. D'où la nécessité de revisiter les lois, de les relire et de tenir compte des insuffisances que comportaient les premières lois pour pouvoir faire en sorte que l'objectif recherché, celui du développement local, soit véritablement des objectifs qui intéressent les autorités qui sont élues. Alors, depuis 2016 à ce jour, des réformes sont engagées. Comme je disais tantôt, ces réformes ont fait leur expérimentation. Vous les avez expérimentées notamment lors des élections communales de 2020. Oui. Également, il y a une cellule qui a été mise en place récemment. Selon vous, cette cellule, quel est son apport contributif à l'efficience de cette réforme? Je crois que dans l'échafaudage institutionnel, le comité dont vous parlez est apparu. Effectivement, on avait le sentiment qu'une fois élues, les autorités communales étaient laissées à elles-mêmes. C'est comme s'il n'y avait pas de suivi
le maire pouvait faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, avec le nouveau cadre institutionnel qui a été inventé, c'est vrai, il y avait le préfet qui était l'autorité de tutelle, certes, et qui avait le pouvoir de contrôle. Mais le pouvoir de contrôle s'exerçait à travers son pouvoir de tutelle. Donc, c'était un certain nombre de choses, de façon limitée, que le préfet pouvait contrôler. Avec la cellule de suivi des communes, Oui. cette cellule a davantage de compétences. Des compétences elle suit la gestion. plus étendues. Donc, la gestion est suivie. N'oublions pas que dans la réforme, si vous permettez, si vous permettez, oui. N'oublions pas que dans cette réforme, il y a un nouveau type de fonctionnaires qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Je veux parler du secrétaire exécutif avec tous les autres cadres qui l'entourent. La personne responsable des marchés publics n'est plus quelqu'un que le maire choisit à sa guise. Vous avez suivi que c'est au niveau national que les plus compétents ont été recensés, répertoriés, et que chaque SE a été amené à tirer. Mais est-ce que, selon vous, pour vous qui avez fait le domaine, est-ce que ce poste de secrétaire exécutif national, secrétaire exécutif dans les communes, est-ce que ce poste-là de SE vous paraît opportun? Est-ce qu'il vient véritablement régler un problème ou il en crée beaucoup plus? Pour ma part, oui. Le poste du secrétaire exécutif est bien opportun. Opportun dans la mesure où, avant le secrétaire exécutif, n'est-ce pas, il y avait le secrétaire général de la commune. C'est dire que les autorités politiques avaient forcément besoin d'un bras opérationnel. Le problème est que, une fois que c'est vous, maire, qui avez choisi et nommé quelqu'un comme secrétaire général de la commune, il se sent redevable vis-à-vis de vous. Ce n'est pas que le secrétaire exécutif d'aujourd'hui est tout à fait détaché du maire. Après son choix, c'est le maire qui a pris un arrêté pour le nommer, soit dit en passant. Mais aujourd'hui, le secrétaire exécutif, en tant que bras opérationnel et en même temps ordonnateur du budget de la commune, a déjà des compétences beaucoup plus élevées, plus étendues que les compétences dévolues aux anciens secrétaires généraux des communes. Alors, la pomme de discorde de cette réforme subsiste au niveau de ce poste-là que vous avez évoqué, Eugène Dossoumu, oui. Le secrétaire exécutif, qu'on a comme l'impression qu'il est devenu plus fort que le maire lui-même. Non. Celui qu'une autorité a nommé ne peut pas devenir plus fort que l'autorité qui l'a nommé. Mais dans l'applicabilité, on a comme l'impression qu'il est fort. Ça veut dire que les uns et les autres ignorent encore leur rôle. Sinon, les tests sont clairs. On a vu des SE qui ont convoqué le maire, par exemple. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur de leur part. C'est une erreur. C'est une erreur selon vous. Alors, comment faire pour que les uns et les autres soient imprégnés de leurs véritables prérogatives? Ce qu'il faut faire, c'est la formation. S'il n'y a pas de formation, on peut assister effectivement à quelques dérives où le secrétaire exécutif national peut penser que il est au-dessus du maire. Non. Les élus constituent les organes politiques de gouvernance de la commune. Un organe administratif ne peut jamais prétendre qu'il est au-dessus des organes politiques. Ce sont les organes politiques qui décident. Même le SE dont nous parlons. Après son choix,
il a fallu que le maire prenne un arrêté pour le nommer. Pour le consacrer. Pour consacrer sa désignation. Donc, du coup, il ne peut pas, s'il est raisonnable et qu'il connaît les principes de l'administration, il ne peut pas se prévaloir d'un niveau plus élevé ou bien être plus important que le maire au niveau de la commune. Alors, Eugène de Soumou, une petite question pour finir. Nous avons quelques petits sujets à aborder très rapidement. Allons-y. Est-ce que selon vous, alors, la réforme qui a été opérée sous Patrice Talon a apporté une plus-value à la décentralisation? Absolument. Dans la mesure où elle a procédé aux corrections que nous avons apportées tout à l'heure. Mais je dis encore que c'est une expérience qui vaut la peine d'être faite. Cela dit, cela ne veut pas, je dis cela dit, écoutez, il doit avoir également des insuffisances. C'est à l'applicabilité des tests que nous allons remarquer les insuffisances que ces tests-là comportent et bien évidemment, on va également procéder, au fur et à mesure, on va procéder à des corrections. Il n'y a rien de parfait à un moment donné. Au jour le jour, j'allais dire c'est une dynamique. C'est une dynamique, ce n'est pas quelque chose de statique. Mais au fur et à mesure, on va continuer de corriger, d'améliorer ce qu'il y a à améliorer afin que les objectifs que nous souhaitons, que nous appelons de tous nos voeux, soient atteints. Alors, Eugène de Soumou, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le département des Collines, c'est votre fief électoral d'ailleurs. Vous avez quand même réalisé par le passé quelques prouesses dans le département des Collines, pour être plus précis à Savès, qui est votre localité native. Alors, la menace terroriste, elle est dans le septentrion, et donc quand on parle de septentrion, les Collines ne sont pas loin. Quel est votre sentiment, ressenti face aux menaces terroristes dont est victime le Bénin? La question du terrorisme aujourd'hui, cher ami, est une question nationale, certes, mais également sous-régionale, voire régionale. Presque tous les pays sont concernés par le terrorisme aujourd'hui, quelle que soit la sous-région africaine que vous prenez, que ce soit depuis l'Afrique du Sud jusque dans le Sahel. Et aujourd'hui, c'est nous, les pays côtiers, qui sommes concernés. Je voudrais, en abordant donc cette question, avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui sont morts en combattant le terrorisme, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs sur d'autres théâtres où ils ont été déployés. Encore une fois, ils sont morts les armes à la main en défendant la patrie. La patrie, l'histoire et la patrie leur en seront reconnaissantes. Cela dit, les djihadistes, les terroristes tentent de créer la psychose au sein des populations. Et c'est normal. Et dernièrement, si vous apprenez les nouvelles venant de Dassari, vous allez constater que les populations ont de la peine à sortir de leur domicile, de leur case. C'est à croire qu'ils sont dans un état de couvre-feu. Alors, cette psychose qui est entretenue ne peut pas perdurer. Et c'est pour cela que je salue déjà les efforts que le gouvernement béninois fait pour que les forces de défense nationale aillent renforcer sur le terrain les forces de sécurité publique qui y étaient. Effectivement, mais il va falloir qu'il y ait un mécanisme de prévention. C'est-à-dire, au lieu de se laisser chaque fois surpris, il faut que les renseignements soient tels que nos forces de l'ordre
et nos forces de défense anticipent. Aujourd'hui, on parle de drones partout. L'État, ça c'est une suggestion que je fais, Oui. l'État peut, disons, se doter nos forces de défense des équipements de ce genre, de telle sorte que nos forces de défense soient capables de repérer déjà les sites où se reposent les terroristes et même de suivre leur déplacement à travers des caméras et autres équipements, qu'on puisse suivre leur déplacement de telle sorte qu'on anticipe sur leur action. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Sinon, ces terroristes, comme permettez-moi de le dire, ces terroristes terrorisent trop nos populations et risquent de porter un coup dur aux activités de production. Vous comprenez que des gens étant sous la psychose, ne pouvant pas sortir de chez eux, il leur est difficile d'aller à leur lieu de travail, d'aller dans leur champ, de mener leurs activités commerciales comme cela se doit. Alors, lorsqu'on parle du terrorisme, quelques jours après l'attaque de Dassari, les forces de défense et de sécurité ont eu à riposter et ont eu à repousser ces terroristes dans leur retranchement. Nous avons également un communiqué des forces de l'état-major général des forces armées, un communiqué conjoint de deux ministres de la République. Est-ce que tout cela, selon vous, vous rassure de ce que la situation doit être sous contrôle et que l'armée est en état d'alerte? Comme je le disais tantôt, il faut saluer les efforts et tout ce que nos forces de défense et nos forces de sécurité ont fait dans ce sens afin de limiter les velléités des terroristes. De la même façon, il faut saluer les efforts du gouvernement. Mais tant que cela persiste, il faut continuer toujours de réfléchir sur les meilleures stratégies d'éradiquer le terrorisme dans notre pays. Tant que, quelque part, dans notre pays, il va subsister des poches de terrorisme, cela veut dire que nous avons encore des choses à faire. Cela veut dire que tout ce que nous avons fait jusque-là n'a pas encore abouti aux résultats escomptés. Donc il faut toujours continuer de réfléchir aux meilleures stratégies pour éradiquer le terrorisme dans notre pays. Alors, pour parler d'éradication, ça me permet de faire une transition sur notre sujet qui nous a réunis ce dimanche, la lutte contre la corruption et l'impunité sous Patrice Talon. Des réformes ont été engagées depuis 2016 sous le leadership éclairé du chef de l'État. Nous avons la mise en place, par exemple, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Mais on constate des poches de résistance. Vous qui avez fait l'administration publique, en tant que secrétaire général du gouvernement d'alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ces poches de résistance? Ce qui peut expliquer tout de suite, c'est que l'habitude à la peau dure. L'habitude à la peau dure. Et écoutez, la corruption dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous parlons des poches de résistance pour reprendre vos propos. Mais par le passé, c'était quelque chose de courant. C'était quelque chose c'était une gangrène de notre société. Il n'y avait pas un secteur qui était épargné. Tous les secteurs étaient gangrénés. Aujourd'hui, si c'est des poches de résistance que nous parlons, cela veut dire que quelque part, la lutte contre la corruption est en train de payer. Cela dit, on ne peut pas du jour au lendemain penser que, comme par un bâton magique, on va éradiquer la corruption. Donc on va continuer toujours de réfléchir, d'inventer les meilleures stratégies de lutte contre la corruption. Il faut déjà se féliciter qu'aujourd'hui, c'est des poches de résistance. N'allez pas croire que du jour au lendemain ou que pour toujours on parviendra à éradiquer. Ce n'est pas du défaitisme, mais on est né
avec, cher ami, le jour où vous êtes nommé quelque part, tous vos amis, et peut-être moi en premier, je vais vous demander si là où vous êtes nommé, il y a quelque chose de juteux, comme on le dit vulgairement. Cela veut dire quoi? Que même dans notre pensée collective, on ne va pas travailler dans l'administration ou ailleurs et dans l'espoir qu'on va se contenter de ce que notre travail nous produit, de ce que nous gagnons par mois en tant que salaire. On cherche toujours des voies détournées pour contourner ce qui est la règle et tomber à côté. Donc, c'est une lutte permanente, la lutte contre la corruption. On ne peut pas se dire, à un moment donné, nous avons atteint le niveau zéro corruption. Ça n'existe nulle part, mais il faut toujours travailler à éradiquer ça. Alors, dernier point de cette émission, vous êtes acteur politique. Dans quelques mois, ce seront les élections législatives de 2023. Quelles sont vos espérances? Ce que j'espère, c'est surtout pour mon parti. J'espère que au soir du 8 février, l'objectif du parti Bloc républicain, qui est d'être le parti le plus puissant de l'échiquier national, que cet objectif-là sera atteint et qu'au soir du 8 février, je pourrais vous inviter à venir au siège du parti Bloc républicain. Bon, voilà, je pourrais vous inviter à venir au siège du parti Bloc républicain pour sabler avec nous le champagne. Alors, je ne veux pas parler beaucoup le champagne de la victoire. De la victoire. Je ne veux pas parler du Bloc républicain, mais vous, en tant qu'acteur politique, vous êtes également citoyen. Quelle doit être l'image du député de la 9e législature? Quels sont les types, le profil de candidats que vous voulez voir représentés au sein de la 9e législature, selon vous? J'avoue que je ne saisis pas très bien le sens de la question, en d'autres termes, mais quel type de député nous savons qu'un député est un élu, oui. Donc nous souhaitons que ce soit des gens en qui les populations ont placé leur confiance. Le genre de député, c'est le genre de député qui est appelé à voter la loi dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est le député est appelé à contrôler l'action du gouvernement. Il faut qu'on en arrive à cela. À ce jour, c'est ce qui se fait. On ne peut pas demander que ce soit autre chose que ce que la loi a prévu que les députés fassent. Et à ce jour, je constate que ça se fait. Alors, Eugène Dossoumo, nous sommes pratiquement, pour ne pas dire, nous sommes à la fin de cet entretien. Je crois que les fois à venir, dans les jours à venir, si votre agenda le permet, votre agenda le permet bien évidemment, nous serons pratiquement une fois encore sur ce plateau. Ce serait avec plaisir. Commenter également les perspectives de 2023. Je ne vais pas beaucoup vous titiller par rapport à la question, mais vous allez regarder droit dans la caméra, c'est un rituel chez nous, de vous adresser à ces amis internautes qui, en voyant la bande-annonce de cette émission, ont vu Eugène Dossoumo, puisque vous êtes un leader politique dans la zone de Savet, Dassa, Savalou, pour quand même leur adresser un petit message en tant que leader politique également, ceux qui ne sont pas dans cette localité, mais qui vous admirent et vous estiment. Merci beaucoup de me donner cette occasion. Ce que je voudrais dire, c'est que pendant longtemps, dans notre pays, nous avons connu des élections apaisées, des élections festives. Celles qui vont venir, le scrutin du 8 février, je le souhaite également comme une occasion de faire tous les citoyens béninois du nord au sud, de l'est à l'est, vont se croiser à l'occasion du vote, ils vont se rencontrer et se donner la main et que tout se passe dans la paix, dans la sérénité, afin de donner une nouvelle chance à notre pays d'être toujours
le pionnier, non seulement le pionnier, mais le terreau. Le terreau sur lequel pousse véritablement, germe et grandit la démocratie dans notre pays. Merci à vous, Eugène Dosoumou, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que notre invité à l'entame de cet entretien a affirmé que la décentralisation est dans une nouvelle dynamique. Il a exposé au cours de son argumentaire l'historique des législations qui régissent l'administration territoriale au Bénin. Il a exposé le bien fondé de la réforme qui a été opérée, j'allais dire, par le président Patrice Talon. Il a rappelé l'essence de la sous-préfecture, on l'a noté dans son argumentaire, la sous-préfecture d'ailleurs qui n'était rien d'autre qu'une déconcentration de l'État. De 2013 ou de 2003 pour être plus précis à 2016, les tares de la gouvernance foncière ont été exposés. Il a parlé de corruption et de mauvaise gouvernance, d'où la nécessité qu'une réforme soit opérée pour quand même plus d'efficacité, d'efficience, pour une décentralisation au profit des populations. Les réformes sont fondées et porteuses d'avenir et d'espérance. On peut déduire des propos tenus par Eugène Dosoumou sur ce plateau ce dimanche. Nous sommes en train de repenser la décentralisation, a-t-il lancé. Il a présenté au cours de cette émission le nouveau cadre institutionnel de la décentralisation. Pour lui, le secrétaire exécutif est un poste opportun qui vient régler beaucoup de problèmes. Les autorités exécutives ont besoin d'un bras opérationnel, a-t-il affirmé. Il a salué la pertinence de la désignation des maires. Les autres y ont encore la plénitude de leurs attributions et de la plénitude de leur pouvoir. Il a lancé également cela sur ce plateau et donc il espère qu'au cours de l'expérimentation de cette réforme, chacun puisse savoir à quoi s'en tenir par rapport à son poste. La réforme a apporté une plus-value à l'administration territoriale, notamment la décentralisation. C'est une expérience qui vaut la peine, selon Eugène Dosoumou. Pour lui, l'expérience vaut la peine d'être faite. Elle est perfectible pour lui. Il n'y a rien de parfait sur Terre. Et donc, à tout moment, cette initiative qui a été engagée sur le leadership éclairé du président Patrice Talon peut toutefois être perfectionnée. La question du terrorisme a été également débattue au cours de cette émission, ou a été évoquée, pour être plus précis, au cours de cette émission. Pour lui, cette question est préoccupante. Il a invité à penser à l'endroit où il a eu, pour être plus concret, il a eu une pensée à l'endroit des compatriotes qui sont morts dans la défense du territoire national contre le terrorisme, et également des compatriotes qui ont été sacrifiés pour la cause du terrorisme. Il salue les efforts du gouvernement et ceux des forces de défense et de sécurité. Pour lui, il faut mettre en place un mécanisme de prévention contre le terrorisme. Il invite les uns et les autres à la coproduction de la sécurité pour anticiper la menace terroriste. Il invite également à mettre en place des stratégies pour éradiquer le mal. Il a commenté la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. Pour lui, cette lutte sous le régime du président Talon de 2016 à ce jour a porté ses fruits. Il se félicite qu'aujourd'hui, il n'y a que des poches de résistance. Pour lui, la lutte doit être permanente car il n'y a nulle part au monde 0% en lutte ou en matière de corruption. Pour son parti, il espère qu'en 2023, que cette formation politique, notamment le Bloc républicain, fasse de belles et élogieuses perspectives. Il a livré également au cours de cet entretien ses espérances pour 2023. J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, administrateur civil, ancien sous-préfet de Savalo et de Savet. Vous avez été également secrétaire général du gouvernement sous le régime du président Thomas Boniaï. Vous êtes l'actuel secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas facile car les politiques sont très rares sur les plateaux de ces temps-ci. Ils ont peur de parler, les politiques. Non, pas du tout. Pourquoi? Beaucoup ont peur de parler. Ils ont peur de ne pas se retrouver positionnés. Ce n'est pas notre cas, OBR. Ce n'est pas votre cas, OBR. Merci. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Merci également d'avoir accepté cette invitation en ces temps aussi rares, chers amis internautes. Merci également pour l'attention. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV. Merci.